Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Mai 1527, Rome est à genoux. Rome, symbole de la puissance à la fois spirituelle et politique de l'Église catholique, bien sûr. Les troupes de l'empereur Charles Quint, guidées par la rancœur et le désir de pillage, ces troupes envahissent la ville éternelle. Ce sont partout des scènes de désolation, événements terribles, de ces guerres qui ravagent la péninsule et qui ébranlent la papauté depuis déjà la fin du XVe siècle. Ce sac de Rome au printemps 1527 va avoir un retentissement considérable dans toute l'Europe et dans toute l'histoire, devrais-je dire. Rome profanée par des troupes impériales, vous imaginez le siège de la papauté qui vit son statut de caput mundi, de capitale du monde, remis en cause. Et pourtant, le pape Clément VII, a traité avec le Saint-Empire, seulement la trêve n'a pas empêché l'avancée des armées impériales conduites par le connétable de Bourbon. Vous savez, c'est celui qui a trahi le roi de France pour s'allier à l'empereur et roi d'Espagne, à Charles Quint. Le pape Clément, avec toute sa cour, a réussi à se réfugier dans le château Saint-Ange et c'est de là qu'il assiste impuissant à ce sac de la ville par les armées impériales, pillage, destruction qui vont durer des mois et rapidement dans toute l'Europe. On va se scandaliser. Certains considèrent qu'il s'agit d'un juste châtiment de l'antéchrist papiste. Ça, c'est ce qu'on pense dans les cours réformés. Bien sûr, de l'autre côté, on est effondré de voir ce qui se passe à Rome. Au-delà de ces guerres, c'est toute l'histoire de la réforme protestante qui est à l'œuvre ici, qui secoue dans ses fondations la foi catholique, qui secoue l'Église. Et depuis qu'en 1517, un moine allemand du nom de Martin Luther a placardé ses 95 thèses sur la porte de l'Église de Wittenberg, l'Europe est en effervescence. Luther dénonce les abus de l'Église, et notamment la vente des indulgences, vous savez. Il réclame un retour à une foi plus personnelle, et notamment sans le secours et sans l'intercession du pape. Ces idées se répandent rapidement et trouvent un écho non seulement parmi les fidèles, mais aussi parmi les princes, les rois, qui voient là une opportunité de s'affranchir de l'autorité de Rome. Les fidèles doutent, les princes protestent, l'Église vacille sous le poids de ses propres contradictions et on voit se multiplier les voix réformistes qui exigent que la papauté se réinvente pour répondre aux défis de l'époque. Et face à cette crise qui menace de fragmenter l'Église, eh bien, les dirigeants catholiques sont divisés. Il y en a qui prônent le retour à une grande austérité, tandis que d'autres veulent au contraire étouffer toutes ces idées réformistes dans l'œuf. C'est dans ce climat-là, c'est dans cette effervescence intellectuelle de la Renaissance qu'émerge une figure, la figure d'Alessandro Farnèse. Alexandre Farnèse qui bientôt scindra la tiare pontificale et deviendra le pape Paul III. C'est un membre influent du Sacré Collège, Alexandre Farnèse. J'ai eu l'occasion de vous en parler déjà. Il était cardinal depuis 1493. Il est présent à Rome au moment où les mercenaires du connétable de Bourbon assiègent la ville. Depuis la forteresse où se sont barricadés le pape et sa cour, il observe la destruction de Rome où il a grandi. Il s'interroge sur l'avenir de la ville éternelle et surtout sur l'avenir de l'Église catholique. Et il est probable qu'il ressente le poids d'une humiliation profonde alors que cette ville même est en train de s'effondrer. Peut-être que le sac a été pour lui le catalyseur de cette espèce d'ambition dévorante, ambition héritée d'une famille qui a placé ses espoirs en lui et qui va donc le mener sur le trône pontifical. Alexandre se prépare à transformer les décombres de la vieille Rome en un socle nouveau pour l'Église. En cette période de trouble, Alexandre sait que la survie de l'Église va dépendre non seulement de la capacité de toutes les institutions catholiques à résister aux attaques extérieures, mais aussi à leur capacité de se réformer de l'intérieur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était né 59 ans plus tôt,
En 1468, dans le Latium, à Canino, Alexandre Farnèse, fils aîné de Pierluigi Farnèse, seigneur de Montalto, et de son épouse Giovanna Caetani, dont la famille a donné déjà 2 papes à l'Église, Gélas II et Boniface VIII. Il y avait 5 enfants dans cette famille, il est le 3e des enfants. Il va grandir dans cette espèce de climat d'effervescence. La famille prospère grâce à des alliances très fortes avec les puissances politiques de l'époque, avec les puissances spirituelles aussi. Les Farnèse sont enracinés dans toutes les grandes valeurs. Ils incarnent le modèle de la noblesse italienne des guerres de la Renaissance. Ce sont des condottieri d'abord, des dignitaires, des diplomates, des prélats aussi, toujours alliés aux intérêts de l'Église. Et cette fidélité à l'institution catholique va avoir ses récompenses, bien entendu. À travers les générations, on voit les Farnèse acquérir des terres, des châteaux, des rentes, des honneurs, bref, tout ce qui donne un certain rang dans la hiérarchie des familles princières de la péninsule. Et on voit s'étendre les possessions Farnèse partout. On voit grandir l'influence de génération en génération, des évêchés, des ambassades, des commandements d'armée, des gouvernements de ville. La famille Farnèse est en train de se forger un nom extrêmement puissant. Et le fils dans la famille, si je puis dire, en jouant au jeu des 7 familles, Alexandre va hériter des ambitions de son clan et de toutes les attentes qui pèsent sur lui. Vous écoutez Radio Classique. Alors, pour s'implanter, la famille Farnèse envoie Alexandre à Rome, où il va recevoir la plus humaniste des éducations de l'époque. Ça lui permet de s'immerger, on va dire, dans son temps, dans cette Renaissance en pleine ébullition. Il est introduit dans la curie romaine comme écrivain apostolique. Il fait bientôt preuve de sa capacité à naviguer dans toutes les intrigues de ce monde-là, avec un talent qui n'a rien à envier à celui des Borgia à la même époque. Et plus tard, Alexandre va se lier à la cour de Laurent de Médicis, chez qui il complétera son éducation. Laurent de Médicis, c'est l'homme de Florence, bien sûr, patron des arts, de la culture, qui règne sur cette république florentine depuis 1469 et exerce une influence considérable sur toute la politique de la péninsule. Sa générosité lui vaut d'être surnommé le Magnifique, vous savez, bien sûr, magnifique au sens prodigue, généreux. Et en se liant à Laurent le Magnifique, Alexandre, le non moins magnifique, comprend l'importance du patronage, du mécénat. À cette cour des Médicis, il côtoie des intellectuels extraordinaires, mais aussi des poètes, des artistes, ai-je besoin de vous le dire. Et puis Jean de Médicis, le futur Léon X, qui est de 7 ans son cadet. C'est le début de cette ascension formidable dont je vous parlais et qui a donné son titre au roman de ce 2e volume de la saga d'Amélie de Bourbon-Parme. Cette saga s'appelle « Les trafiquants d'éternité » et ça paraît chez Gallimard en ce moment même. Il a été formé, vous l'avez compris, à l'administration, d'abord comme notaire apostolique, Alexandre Farnèse. Il est dans la curie en 1491, à la charge de trésorier général pontifical dès l'année suivante. Puis, le 20 septembre 93, alors qu'il est à peine âgé de 25 ans, le voilà, cardinal des Santi Cosma y Damiano. C'est le pape Alexandre VI, c'est le pape Borgia qui l'a nommé, qui l'a fait cardinal. Il n'est pas impossible que sa sœur, qui est connue pour être la maîtresse du pape, ait d'ailleurs influencé cette décision. Mais enfin bon, c'est peut-être un peu prématuré comme décision, entre nous soit dit. D'autant que le jeune Farnèse n'a même pas été ordonné prêtre. Mais à cette époque, l'Église est aussi politique qu'elle est spirituelle, n'est-ce pas? D'ailleurs, tout comme le pape Alexandre VI a une maîtresse, Alexandre Farnèse ne se prive pas d'avoir la sienne. C'est Silvia Ruffini qui est un des personnages centraux des romans d'Amélie de Bourbon-Parme. Je vous cite un petit extrait de ce tome, de ce volume qui vient de paraître. Il, et le il c'est Alexandre bien sûr, il se souvint brusquement d'un détail qui ne l'avait pas frappé le soir de la visite de Giulia à Ancône. Lorsqu'il avait retrouvé Silvia chez eux, elle lisait un recueil de poèmes de Ludovico Ariosto. L'esprit confus à cause du meurtre de Girolama, il avait à peine prêté attention à ce livre qu'il n'avait pas lu.
L'homme de lettres était devenu le plus proche ami et conseiller d'Hippolyte, qui l'avait pris sous son aile et avait fait de lui son ambassadeur pour toutes les missions importantes. Était-ce le cardinal qui avait fait ce cadeau à Sylvia? S'était-il vu lors d'un passage d'Hippolyte à Ancône? Toutes sortes de conjectures se bousculaient dans sa tête. La soirée s'effaçait à mesure que la jalousie l'envahissait. Autour de lui, il n'y avait plus que des silhouettes vides, des fantômes. C'était la première fois qu'un sentiment de cette nature le saisissait. Jamais il n'avait ressenti une telle inquiétude, peut-être parce que cet homme portait la même soutane que lui, qu'il était fils d'un duc, qu'il aimait les lettres, qu'il avait la réputation d'être brillant et généreux et qu'il se proclamait protecteur des écrivains. Alessandro attrapa une coupe de vin que lui tendait l'un des rares serviteurs. Sylvia croisa son regard par-dessus l'épaule du jeune cardinal. Un léger sourire passa sur ses lèvres. Et c'est toute la force d'un roman comme celui-là, à partir d'éléments qui sont des éléments historiques, tels qu'on peut les trouver dans les trésors de chronologie, de nous faire vivre les palpitations de personnages qui ressuscitent littéralement. Alexandre, vous l'avez compris en tout cas, est très intégré dans les cercles du pouvoir. Il enchaîne les charges épiscopales prestigieuses qui lui apportent non seulement une grande influence, mais beaucoup de ressources financières. Le 28 mars 1509, il est évêque de Parme. En 1514, de Saint-Pons de Thomières, un diocèse qui est pas loin de Narbonne. Et en juin 1519, le voilà enfin ordonné prêtre. Il a quand même 51 ans et il célèbre à ce moment-là sa première messe. Franck Ferrand sur Radio Classique. En tant qu'évêque de Parme, Alexandre a commencé à réfléchir à des réformes ecclésiastiques. Il a tenu un synode dans sa ville. Mais c'est l'arrivée au pouvoir de Clément VII qui va le placer vraiment, là, cette fois, j'allais dire dans l'œil du cyclone, tout près du pouvoir pontifical en tout cas. Déjà, lors du conclave qui avait élu Adrien VI en 1522, il avait figuré comme candidat crédible. Il l'est beaucoup plus au moment du conclave qui porte Clément VII au pouvoir. On est là en 1523. Il est très proche du pouvoir maintenant, et particulièrement après ce sac de Rome en 1527, où il a œuvré pour rétablir les relations entre la papauté et l'empereur Charles Quint. C'est lui qui va célébrer la messe solennelle pour le couronnement de Clément dans la basilique San Pietrino de Bologne. On est en février 1530, Alexandre à ce moment-là est devenu un prince de l'Église, certains disent presque un vice-pape, et comme Laurent le Magnifique, il entretient une cour florissante d'artistes, de poètes, avec une capacité à allier pouvoir politique et mécénat artistique. C'est comme ça que ça se passe dans la Rome de cette époque. Et c'est le moment où il fait construire son palais, le palais Farnèse, qui s'inscrit dans cette volonté de marquer l'esprit des Romains et, à travers Rome et ce palais, l'esprit de toute l'Europe. C'est une ascension extraordinaire que celle d'Alexandre qui va culminer bientôt, puisqu'en septembre 1534, Clément VII, entre parenthèses, Clément VII était, vous savez, l'oncle d'une certaine Catherine de Médicis qui vient d'épouser le fils de François Ier. En 1534, Clément vient à mourir. Il a fait une intoxication alimentaire et le Sacré Collège doit lui élire un successeur. Et là, on commence à regarder sérieusement Alexandre Farnèse, qui jouit de beaucoup de soutien pour la noblesse romaine, qui en a un peu assez des papes florentins de la famille Médicis ou des papes étrangers. Il est en quelque sorte le symbole d'un retour à la romanité. Le 13 octobre 1534, Alexandre est donc élu pape. Il devient le pape Paul III, le nouveau pontife. Alors, ce sera un pape magnifique, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Il va encommander des œuvres et des bâtiments extraordinaires. Il sera aussi le grand promoteur de la réforme intérieure de l'Église. Il encourage aussi la naissance de plusieurs ordres religieux, dont bien sûr
la Compagnie de Jésus. Alors vous allez me dire, les jésuites existaient déjà, mais il va leur donner un lustre tout à fait inédit. S'il a nommé cardinaux ses 2 jeunes petits-fils, il a aussi appelé au Sacré Collège des hommes qui sont assez extraordinaires, d'une grande intégrité. Je pense à l'anglais Reginald Pole, notamment, au sénateur vénitien Caspar Contarini, à l'humaniste Jacques Sadolet, à Jean-Pierre Carafa, le futur pape Paul IV. Bref, du côté de la Réforme, Farnèse comprend que les critiques des protestants, qui ne pourront pas être éradiquées par la force, doivent être contrées par une revitalisation de l'Église catholique. C'est ça sa grande idée et ce sera son grand œuvre. Franck Ferrand sur Radio Classique. 22 mai 1542, Alexandre convoque le 19e concile œcuménique de l'Église qui ouvrira en 1545 dans la petite ville de Trente. Et oui, ça y est, le concile de Trente, point de départ de la réforme catholique. Au départ, ce n'est pas un très grand succès. Les théologiens protestants convaincus d'une rupture irrémédiable avec les catholiques ne paraissent même pas à ce concile. La chrétienté est représentée de façon très inégale. 34 évêques seulement siègent lors de la séance d'ouverture. Seulement à la fin du concile, qui va quand même durer 18 ans et s'étendre sur 5 règnes pontificaux, à la fin, ce seront 255 prélats qui signeront l'acte final d'une église complètement revitalisée à partir même de la volonté de ce pape Farnèse. Farnèse qui a opéré, on peut le dire, cette rupture majeure dans l'histoire de l'Église catholique. Alors il ne verra pas son concile s'achever, vous l'avez compris Alexandre, puisqu'il s'éteint le 10 novembre 1549, à l'âge déjà vénérable de 81 ans. Quand il meurt, lui comme Charles Quint sont finalement désignés comme des souverains en échec. Il n'a pas été capable de mettre un terme à la réforme protestante. Mais ce qu'il a fait est peut-être plus extraordinaire encore. En lançant la réforme catholique, il est à l'origine d'un des plus puissants mouvements non seulement spirituels mais politiques et artistiques de toute l'histoire de l'Europe. Vous écoutez Radio Classique.